Les lumières se sont braquées sur Washington. Un moment historique se déroule sous nos yeux. Des discussions cruciales ont eu lieu, changeant peut-être le cours d'un conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Imaginez l'attention, l'urgence palpable. Des leaders du monde entier sont réunis dans la capitale américaine avec un seul objectif en tête, la paix. C'est une image puissante, une image d'unité inattendue. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ces portes closes? Quel est le véritable enjeu de cette diplomatie de l'extrême? L'ère est lourde de promesses, mais aussi de menaces latentes. Une nouvelle ère est-elle sur le point de commencer pour la sécurité mondiale? Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Cette réunion, sans précédent par son ampleur, s'est déroulée dans les coulisses du pouvoir américain, du bureau ovale jusqu'aux salons les plus confidentiels de la Maison-Blanche. L'hôte, une figure politique au style inimitable, se posant comme le grand négociateur, a reçu une délégation européenne d'une importance capitale. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, était là, son visage reflétant la gravité de l'heure. À ses côtés, un chancelier allemand au nom anonyme, le premier ministre italien également non identifié, le président français, enfin le président finlandais, Alex, un parterre de chefs d'État, tous venus pour un sujet unique. Leur objectif principal, mettre fin à une guerre horrible, celle qui déchire le pays frontalier à la Russie, mais aussi, de manière tout aussi cruciale, solidifier les efforts de paix et, par-dessus tout, établir des garanties de sécurité durable, des garanties robustes pour l'après-conflit. L'hôte n'a pas hésité à lancer une idée audacieuse, une rencontre tripartite. Lui-même, le président Poutine, est le leader de la nation courageuse du nord de la mer Noire. Une proposition qui, plus tard, a même évolué vers un format quadripartite pour inclure la sécurité européenne dans son ensemble. C'est un mouvement qui, pour certains, représente une percée diplomatique sans précédent. Pour d'autres, c'est une tentative de s'accaparer les projecteurs de la scène mondiale, de dicter les termes d'une paix à ses propres conditions. La tension était palpable, les enjeux colossaux. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a véritablement poussé tous ces leaders à Washington? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour des millions de vies humaines prises au piège de ce conflit? La question reste en suspens. Question à vous. Où vous regardez nous maintenant? Écrivez ville et pays. Pourquoi cette réunion est-elle si capitale ici et maintenant? Parce que le conflit dans le pays frontalier à la Russie est entré dans une phase critique. Les civils souffrent chaque jour un peu plus. Les infrastructures vitales sont détruites et surtout, il y a ce détail scandaleux, des milliers d'enfants ont été enlevés, des milliers de vies innocentes arrachées à leurs familles. C'est un crime de guerre déchirant, un drame humain indicible qui pèse sur chaque discussion, sur chaque mot prononcé. L'urgence est absolue. Chaque jour qui passe, c'est des milliers de vies supplémentaires mises en danger. Ce sommet n'est pas une simple rencontre diplomatique, c'est un signal fort, un message clair envoyé à travers le monde entier. L'Occident est uni comme jamais auparavant. Il est déterminé à trouver une solution rapide. Il ne s'agit plus seulement de soutien militaire dont nous sommes entrés dans une phase diplomatique intense, une pression sans précédent pour mettre fin à ce carnage. Cette pression sera-t-elle suffisante pour changer la donne? La question est posée à chaque instant. Le temps ne joue plus en notre faveur. Les horreurs doivent cesser. Ce réalignement des alliances mondiales exerce une pression croissante pour une résolution des conflits. Oh, c'est plus qu'un simple événement, c'est une nouvelle étape décisive dans les relations complexes entre l'Occident et la Russie. Votre pronostic sur les délais, quand le conflit se terminera-t-il? Mois, années, plus une raison. L'hôte, connu pour son style direct, son franc-parler, s'est positionné d'emblée comme le seul capable de résoudre ce conflit. Une affirmation audacieuse, presque provocatrice. En quoi consiste la force? Je pense que la force réside dans la vérité, d'a-t-il déclaré, avec emphase, se présentant comme un porte-parole de la vérité absolue et de la puissance morale. Son argument m'a su. Il a résolu des guerres par le passé, des conflits qui ont duré 31 ou même 35 ans, des décennies d'effusion de sang, et cela sans même un cessez-le-feu. Préalable, une affirmation qui a de quoi laisser pantois, qui suscite à la fois l'admiration et le scepticisme généralisé pour certains analystes avertis. C'est une audace nécessaire, une approche non conventionnelle, le coup de pied dans la fourmilière diplomatique nécessaire pour briser l'impasse. Pour d'autres, c'est une pure vantardise déconnectée des réalités complexes et brutales de la diplomatie internationale. La mention déconnectée d'un plus grand accord commercial de l'histoire qu'il aurait conclu plane également dans l'air, suggérant soit une distraction calculée, soit une tentative de gonfler son bilan sans lien direct avec le drame qui se joue.
Le Premier ministre italien, dans une formule d'une grande habileté diplomatique, a d'ailleurs souligné que quelque chose est en train de changer, quelque chose a changé et grâce à vous, attribuant le mérite de ce mouvement audacieux directement à l'influence de l'hôte. C'est une stratégie de communication rodée visant à bâtir une image de sauveur d'unique solution. Cependant, des murmures courent dans les coulisses du pouvoir, des voix discrètes mais insistantes s'interrogent sur les motivations profondes, l'insistance de l'hôte sur cette réunion tripartite, l'incluant lui-même, Poutine et le leader du pays frontalier à la Russie pourrait être interprétée comme une tentative calculée, une manœuvre pour contourner ou, du moins, minimiser le rôle crucial des institutions internationales existantes, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU ou les forums de paix européens pourraient être délibérément marginalisés, mis sur la touche, l'objectif caché, s'attribuer un rôle de médiateur exclusif, un rôle central, dictant potentiellement les termes de la paix en sa propre faveur, loin des regards et des pressions multilatérales. Il faudra absolument confirmer si cette mention récurrente du grand accord commercial est réelle et pertinente dans ce contexte ou s'il s'agit d'une simple fanfaronnade sans fondement, mais l'urgence humanitaire reste au cœur des préoccupations de tous. Les dirigeants européens, quant à eux, ne déviennent pas de leur ligne. Maintenir un front uni est leur priorité absolue. Ursula von der Leyen a mis en avant, avec une émotion palpable et un ton solennel, la compassion pour les enfants de la nation courageuse du nord de la mer Noire, rappelant avec force et conviction: en tant que mère et grand-mère, je veux que chaque enfant retrouve sa famille. C'est un appel émotionnel fort, universel, qui touche au plus profond de l'âme humaine, un point central des négociations. Un crime que le monde ne peut ignorer. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans le pays frontalier à la Russie? Un seul porte-parole ou un média? C'est le chancelier allemand, le premier ministre italien, le président français et le président finlandais, Alex. Tous ont réaffirmé leur soutien indéfectible et inconditionnel à la nation courageuse du nord de la mer Noire. Ils ont souligné la nécessité absolue de garanties de sécurité robustes, ancrées solidement dans le droit international et la justice. L'Italie a même proposé un modèle de garantie de sécurité s'inspirant directement de l'article 5 de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette clause de défense collective que tous les membres s'engagent à respecter. C'est un engagement lourd de sens et la France, pour sa part, a insisté sur une vision plus large, la sécurité de tout le continent européen. Le président finlandais, Alex, a renforcé cette idée en déclarant que personne n'a réussi à le faire jusqu'à présent, renforçant ainsi l'idée de l'exceptionnalité et de l'efficacité unique de l'hôte, une rhétorique souvent utilisée pour amplifier son image. Ses motivations, bien que nuancées par les intérêts nationaux de chacun, convergent vers un objectif commun et impérieux, une paix juste et durable. Mais derrière cette façade d'unité, des intérêts politiques et nationaux profonds sont évidemment en jeu. Les dirigeants européens cherchent à maintenir un front uni, à défendre les intérêts européens en matière de sécurité, à garantir la viabilité de la nation courageuse du nord de la mer Noire, tout en évitant d'être mis de côté par une initiative unilatérale qui pourrait ne pas servir leur propre vision de la paix. L'histoire, elle, nous offre des parallèles frappants et des leçons amères. La Finlande, par exemple, justifie sa présence à Washington par son histoire douloureuse mais résiliente. Sa guerre d'hiver et sa guerre de continuation contre la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale sont encore dans les mémoires collectives, une expérience historique face à l'agression russe qui éclaire la détermination actuelle des pays européens. Le président finlandais Alex a même précisé que son pays partage une frontière de plus de 800 miles avec la Russie, ajoutant une dimension géographique et stratégique cruciale à sa participation. C'est une question de survie nationale. La référence constante à l'article 5 de l'OTAN n'est pas anodine, elle ancre toutes ces discussions dans un cadre de sécurité établi, un pilier de la défense collective occidentale, garant de la stabilité régionale. C'est une tentative de rassurer le pays frontalier à la Russie, de lui offrir une forme de bouclier, une ligne rouge que l'agresseur ne pourrait franchir impunément. Mais cette ligne sera-t-elle respectée? Cette promesse sera-t-elle tenue? Ou n'est-ce qu'une promesse de plus gravée sur le papier destinée à être brisée?
Les événements historiques nous enseignent la prudence, une prudence nécessaire, mais aussi l'audace quand l'heure l'exige. C'est un équilibre délicat. Quel événement dans le secteur de la diplomatie internationale est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Maintenant, la question clé qui brûle les lèvres de tous les observateurs, que se passe-t-il ensuite? L'hôte a annoncé un calendrier d'une audace folle, une résolution du conflit en 1 ou 2 semaines, un délai incroyablement optimiste, même pour un négociateur de sa trempe habitué au coup d'éclat. Mais qu'arriverait-il si cet accord était effectivement signé, si la paix était conclue à cette vitesse? L'hôte se positionnerait comme le héros de la paix, renforçant considérablement sa marque politique et capitalisant sur un succès international retentissant. Pour lui, l'objectif est clair, net et précis, se positionner comme le sauveur face à une crise prolongée, un sauveur que personne n'a vu venir, mais les risques sont immenses, les embûches nombreuses. L'échec pur et simple des pourparlers pourrait entraîner une divergence profonde entre les alliés sur la stratégie à suivre, érodant dangereusement la confiance internationale. La coalition des volontaires pour la sécurité, qui a travaillé si dur jusqu'à présent, pourrait se fissurer de l'intérieur, laissant la place à l'incertitude. Militairement, cela signifierait la continuation impitoyable de l'effusion de sang, une escalade incontrôlée du conflit et un affaiblissement dramatique de la défense du pays du nord de la mer Noire sans garantie robuste et concrète. Socialement et humanitairement, la persistance des crimes de guerre comme les enlèvements d'enfants et une crise humanitaire aggravée sont des scénarios bien trop réels, des cauchemars qui pourraient se concrétiser. Des déplacements massifs de population pourraient suivre, jetant des millions de personnes sur les routes de l'exode. Le meilleur des cas serait un cessez-le-feu immédiat, convenu sans délai, suivi de négociations rapides menant à une paix juste et durable pour le pays frontalier à la Russie. Une paix assortie de garanties de sécurité inébranlables et surtout le retour sans condition de tous les enfants enlevés. Dans ce scénario idyllique, l'hôte serait salué comme un héros de la paix, le sauveur tant attendu. Le pire scénario, les pourparlers échouent lamentablement, le conflit s'intensifie à une vitesse folle et destructrice, les alliés se divisent sur la marche à suivre et la crise humanitaire s'aggrave de manière irréversible. La rhétorique de la guerre et de la division s'en trouverait renforcée, rendant toute réconciliation impossible. Le scénario le plus probable, des progrès seraient réalisés sur les garanties de sécurité, oui, mais un cessez-le-feu resterait difficile à obtenir, un point de friction majeur. Les pourparlers se prolongeraient avec des avancées timides et des reculs frustrants, sans résolution rapide, mais avec un maintien du dialogue, une fenêtre, même infime, pour la diplomatie et l'espoir. Et enfin, le scénario inattendu. Et si la Russie, sous une pression inattendue ou pour des raisons internes insoupçonnées, acceptait un cessez-le-feu de son propre chef, brisant ainsi les attentes de tous, ce serait un élan spectaculaire pour les efforts de l'hôte, une victoire diplomatique qui rebattrait toutes les cartes et changerait la dynamique du pouvoir. Personne ne l'attend réellement, mais tout est possible dans ce jeu de pouvoir aux enjeux mondiaux. Question à vous, vérifions la géographie de l'émission, ville, pays, et vous pouvez joindre un drapeau. Qui gagne? Qui perd dans ce jeu de dupes où chaque carte est jouée avec calcul et où les vies humaines sont le principal enjeu? Potentiellement, l'hôte si un accord est finalement signé, si son audace paie, la nation courageuse du nord de la mer Noire si la paix est juste et sa sécurité est assurée, si elle retrouve sa souveraineté et sa dignité, l'Europe si la stabilité et la sécurité reviennent enfin sur le continent après des années d'incertitude et de turbulences. Les perdants, la Russie si elle est contrainte à des concessions majeures et humiliantes, si son influence en est réduite. Les civils du pays du nord de la mer Noire, si la guerre continue, s'ils sont abandonnés à leur sort, s'ils restent les victimes silencieuses d'un conflit qui les dépasse, et ceux que l'on appelle les fauteurs de guerre, ceux qui profitent du conflit, ceux qui ne veulent pas d'une paix rapide car leurs intérêts, leurs profits, leur carrière dépendent de la guerre elle-même. Cette situation crée une polarisation claire et tranchée. D'un côté, ceux qui œuvrent inlassablement pour la paix, ceux qui prennent des risques pour la dignité humaine, et de l'autre, ceux qui tirent profit de la souffrance, qui nourrissent la discorde. Le ton général de cette réunion capturée par les caméras et les micros était urgent, solennel, mais aussi empreint d'un optimisme déterminé, surtout de la part de l'hôte lui-même qui a su insuffler une énergie nouvelle.
Des moments de compassion sincère pour les enfants victimes, de fierté affichée pour l'unité alliée et une confiance inébranlable dans la capacité à faire le travail, à accomplir l'impossible. L'évocation répétée des enfants enlevés est une technique directe et puissante pour susciter la colère et la pitié du public mondial. C'est un levier émotionnel indéniable. L'expression guerre horrible est également destinée à émouvoir les foules, à rappeler sans cesse la brutalité et l'absurdité du conflit. L'hôte n'a pas hésité à amplifier et à s'autopromouvoir, se vantant de ses succès passés et de sa capacité unique à résoudre les conflits, se posant sans détour comme le seul espoir de la paix pour des millions. L'urgence est palpable, la pression est forte. L'idée que le temps presse et que le moment est venu pousse à une action rapide, à des décisions sans attendre, quitte à bousculer les conventions. Il se présente comme le grand leader, le négociateur hors pair, le sauveur qui ose faire ce que les autres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire. Une figure messianique, le seul espoir de paix. La question est posée, les dirigeants européens sont dépeints comme des amis et alliés, des soutiens indéfectibles, des gardiens de la sécurité européenne. Ils apparaissent comme la colonne vertébrale, l'épine dorsale de l'Alliance occidentale, des partenaires fiables et essentiels pour la stabilité du continent. Le pays frontalier à la Russie est représenté comme la victime héroïque, la nation courageuse qui a tenu bon face à Dion, l'adversité avec une résilience incroyable et qui mérite plus que tout une paix juste et digne, un symbole de la résistance. La Russie et son leader sont, quant à eux, l'agresseur implacable, l'obstacle majeur à la paix, la force destructrice qui doit être contenue, l'augmentation des dépenses de l'OTAN, une affirmation de l'autre qu'elles sont passées de 2 à 5% du produit intérieur brut des pays membres. Cette donnée nécessite une vérification indépendante et est cruciale, mais si elle est avérée, elle montre un engagement financier massif et une détermination sans faille de l'Alliance atlantique. L'idée de milliers de vies sauvées par semaine met en évidence l'urgence humanitaire et l'impact direct, tangible d'une résolution rapide du conflit. C'est la première fois que tant de chefs d'État européens se réunissent ainsi à la Maison-Blanche, conférant un poids historique et une légitimité sans précédent à l'initiative de l'hôte. La peur est une des techniques centrales utilisées dans cette narration, un moteur puissant, l'évocation de la guerre horrible, des milliers d'enfants enlevés, de la continuation du massacre, sont autant d'éléments conçus pour instiller la terreur et le sentiment d'urgence chez le spectateur. La polarisation est clairement établie, créant un contraste saisissant entre la volonté de paix affichée par l'Occident et l'agression russe. On oppose la méthode directe et efficace de l'hôte aux approches passées, jugées moins fructueuses, moins décisives, l'appel aux valeurs universelles. Justice, sécurité et protection des enfants, paix est omniprésent, servant de fondement moral à l'intervention et à la pression diplomatique. L'argument d'autorité était constamment mis en avant par l'hôte qui utilise ses succès passés, réels ou perçus, pour légitimer sa méthode actuelle et son rôle autoproclamé de pacificateur, une stratégie qui vise à capter l'attention et à galvaniser le soutien populaire tout en préparant le terrain pour les événements à venir. C'est une partie de bras de fer et le monde entier est spectateur. La paix en 15 jours? Le président lance un défi inédit. Est-il possible de forcer la Russie à la table des négociations sans cesser le feu? Votre avis compte, laissez-le en commentaire. Partagez cette analyse avec vos amis. Pensez-vous que cette stratégie audacieuse de l'hôte est la seule voie viable vers la fin du conflit? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes, des décryptages sans filtre pour comprendre les véritables enjeux de la politique mondiale. Nous vous apportons l'information brute, le contexte essentiel et les perspectives qui comptent. Activez la cloche des notifications et soyez les premiers informés de chaque nouvelle révélation, chaque nouveau virage de cette crise sans précédent. Votre soutien est essentiel pour un journalisme libre et indépendant capable de regarder la vérité en face.